Lorsque vous pénétrez dans une forêt de séquoias, le temps semble s'arrêter. Mais parfois, le silence et la beauté de ces lieux cachent des secrets qui mettent en péril non seulement des projets, mais aussi des vies. En juillet 2018, 3 amis se sont rendus dans le parc national de Séquoia pour profiter de la beauté de la nature. Mais cette beauté est trompeuse. Les arbres majestueux qui semblaient être des témoins calmes du temps sont devenus des observateurs silencieux d'événements qui vous glacent le sang dans les veines. Ce trek était censé être une aventure ordinaire, mais un faux pas l'a transformé en une histoire qui remue l'esprit. Que s'est-il passé sur les sentiers de l'ancienne forêt, et parviendront-ils à échapper à ces ombres ? Le parc national de Séquoia est l'un de ces endroits où la majesté de la nature se ressent presque physiquement. Situé dans le sud des montagnes de la Sierra Nevada, il est célèbre pour ses arbres géants, présents depuis des milliers d'années. Ces séquoias, avec leurs troncs épais et leurs hauteurs vertigineuses, suscitent un sentiment d'admiration et de petitesse à la fois. En juillet 2018, en pleine saison de randonnée, 3 amis, Michael, Jake et Emily, se sont rendus dans ce parc, planifiant une randonnée de 2 jours depuis le Big Trees Trail jusqu'au Bear Paw High Sierra Camp. Leur itinéraire, d'une longueur d'un peu plus de 11 miles, les mènerait à travers des forêts denses, des prairies et des zones rocheuses. Pour Michael, 29 ans, employé d'une société informatique, ce voyage était l'occasion de sortir de sa routine quotidienne. Il avait déjà fait du camping mais n'avait jamais vécu une telle expérience. Jake, un instituteur de 31 ans, était le chef du groupe. Randonneur expérimenté, il s'est occupé de la planification de l'itinéraire et de l'équipement. Emily, une graphiste de 27 ans, ne connaissait pas la randonnée, mais était à la recherche d'aventures et de nouvelles expériences. Ils se sont d'abord arrêtés sur le sentier des grands arbres, près de l'entrée du parc. Ils y ont admiré des arbres massifs, dont le célèbre General Sherman, le plus grand arbre de la planète. Jake parle de son ampleur, Emily prend des photos et Michael fixe en silence le tronc qui semble dire « Vous ne savez rien du temps ». Mais ce n'est que le premier jour. Leur destination, le Bear Paw High Sierra Camp, situé à 7600 pieds d'altitude, offre une vue imprenable sur les vallées et les sommets de la Sierra Nevada. Aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer à l'époque que cette randonnée deviendrait une véritable épreuve de survie pour l'un d'entre eux. Le 16 juillet 2018, deuxième jour de la randonnée, a commencé étonnamment calme. La lumière du matin brillait à travers les couronnes des séquoias, colorant la forêt de rayons dorés. Les 3 amis ont continué sur l'Alta Trail, progressant tranquillement vers le prochain point de repos. Vers midi, la chaleur s'intensifie et il devient évident qu'ils doivent se réapprovisionner en eau. Elles trouvèrent un petit coin ombragé près du début du sentier et s'y installèrent pour se reposer. Emily s'assit fatiguée sur un arbre tombé, enlevant son lourd sac à dos, et Michael commença immédiatement à fouiller dans ses affaires. « Jake, où était le filtre à eau » demanda-t-il en sortant sa bouteille. Jake, qui était assis non loin de là, leva les yeux. Son visage devient soudain sérieux. « Voyons voir », dit-il en fouillant dans le contenu de son sac à dos. Le temps s'écoula péniblement avant qu'il ne se fige. « Je crois que je l'ai oublié », avoua-t-il finalement en détournant le regard. Michael se figea, incapable de croire ce qu'il entendait. « Tu es sérieux ?» Sa voix s'amplifie. « Oui, je l'ai oublié à la maison. »« Mais nous avons encore de l'eau et nous pouvons économiser de l'argent, » dit Jake. « Économiser, » dit Jake en essayant de garder son calme. « Économiser ? Tu suggères qu'on boive de l'eau de ruisseau sale sans filtre ? Ce n'est pas une blague, Jake. » La voix de Michael est pleine d'irritation. Emily sent la tension et tente d'intervenir. « Les gars, ne nous disputons pas. On peut s'en sortir. L'important, c'est de se serrer les coudes. » Mais Michael n'écoute pas. « C'est toi qui as proposé cette randonnée, Jake. Tu as tracé l'itinéraire, tu t'es occupé de tout le matériel. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Tu espères avoir de la chance ? Écoute, j'ai fait une erreur. Mais ce n'est pas la fin du monde. On va s'en sortir, répond Jake en essayant de rester calme. S'en occuper ? Non merci, je vais y aller tout seul, lui coupa Michael en mettant son sac à dos et en se levant. Emily se leva d'un bond et lui attrapa le bras. Michael, ne sois pas stupide, c'est dangereux. Nous devons rester ensemble. Rester ensemble ? Pour se disputer sur un autre sujet plus tard ? Je préfère marcher seul jusqu'au camp. Je sais où aller, dit-il en serrant les bretelles de son sac à dos. Jake se leva, mais ne l'arrêta pas. Il se contenta de le regarder tandis que Michael s'engageait sur le sentier, sans même se retourner. Les 2 autres restèrent silencieux un long moment, écoutant ses pas s'éloigner. Jake soupira de fatigue. «
Il se rendra compte qu'il a fait une erreur. Nous devons juste continuer à avancer. Mais au fond d'eux-mêmes, tous deux savaient que rester seuls dans les bois pouvait avoir des conséquences bien plus graves. Michael s'engagea sur le sentier, convaincu d'avoir fait le bon choix. La forêt, avec ses fourrés denses et ses arbres massifs, lui paraissait fascinante et même apaisante. Chaque séquoia ressemblait à une colonne d'une ancienne cathédrale, et le silence de la forêt donnait l'illusion de la sécurité. « Je vais arriver au camp plus vite qu'eux », pensa Michael en s'enfonçant pas à pas dans le parc. Son irritation à l'égard de Jake était encore fraîche, et le ressentiment qu'il éprouvait ne lui laissait aucune place au doute. À midi, la chaleur commençait à s'estomper. Le soleil traversait les arbres, lui brûlant le visage, et le sac à dos pesait de plus en plus fort sur ses épaules. Le chemin, qui avait semblé clair au début, commençait à disparaître parmi les buissons et les hautes herbes. Michael s'arrêta, essuyant la sueur de son front. Où est-elle ? Il regarde autour de lui, mais tout se ressemble. La panique commença à le gagner. Il sort une boussole de son sac à dos. La flèche pointait vers le nord, mais sans carte, cela ne signifiait pas grand-chose. Michael décida d'aller de l'avant, en se fiant au soleil et en supposant que quelque part, il retrouverait la piste. À 3 heures de l'après-midi, la bouteille d'eau était vide et la soif devenait insupportable. Chaque mouvement semblait plus lourd que le précédent et ses jambes commençaient à trembler. Finalement, Michael entendit un faible murmure. En suivant le son, il tomba sur un petit ruisseau. Son cœur bat plus vite. C'est le salut. Il s'agenouille, sort un gobelet en plastique de son sac à dos et puise de l'eau. L'eau était trouble avec de minuscules particules flottant à la surface. Michael se souvint rapidement du filtre que Jake avait laissé derrière lui. Il a donc enlevé son t-shirt, l'a enroulé et a essayé de l'utiliser comme filtre improvisé. Au bout de quelques minutes, il a bu tout le verre en avalant goulûment. Au début, il semblait aller bien, mais après quelques heures, il a commencé à se sentir nauséeux. La douleur dans son estomac augmentait, comme si une tempête violente se préparait à l'intérieur. Michael se plia en deux pour essayer de digérer la douleur, mais il ne tarda pas à vomir. « Imbécile », pensa-t-il en s'allongeant sur le sol. Sa soif n'avait été satisfaite qu'un instant, mais maintenant son corps refusait de l'aider. Le soleil commençait à se coucher et l'air devenait de plus en plus froid. Michael tituba jusqu'à un grand arbre dont les racines créaient un semblant d'abri. Il posa son sac à dos, prit un briquet et commença à ramasser des branches pour faire un feu. Il n'était pas facile d'allumer un feu, mais après quelques tentatives, les flammes s'allumèrent. Dans l'obscurité, la forêt avait un aspect différent. Le murmure du ruisseau fut remplacé par le bruissement des buissons, le craquement des brindilles et des sons aigus provenant des profondeurs de la forêt. Lorsqu'il entendit un hurlement au loin, son cœur se serra. « Des coyotes », pensa-t-il. Le son retentit à nouveau, plus proche cette fois. Michael tenait le couteau dans ses mains, assis près du feu et essayant de ne pas quitter l'obscurité des yeux. Ses pensées se bousculent. « Et s'ils viennent, qu'est-ce que je peux faire ? Le feu va-t-il les faire fuir ?» La peur l'empêchait de dormir. Il écoutait chaque bruissement, chaque ombre qui se déplaçait à la limite de sa vision. Son corps tremble non seulement à cause du froid, mais aussi parce qu'il se rend compte qu'il est seul ici. Le premier jour fut le début d'un véritable calvaire pour Michael. L'empoisonnement de l'eau, la perte de son chemin et la peur de la nuit ont été les premiers pas sur un chemin qu'il n'avait pas imaginé dangereux. Au matin, il est épuisé, mais la peur de la mort commence à réveiller son instinct de survie. Le 17 juillet, Michael se réveilla tôt, mais son sommeil ne pouvait guère être qualifié de repos. Toutes les heures, il est réveillé par des bruissements et des bruits qui semblent provenir de partout. Son corps se sent fragile et faible, et son estomac se serre douloureusement sous l'effet de la faim. « Je ne peux pas rester assis ici », pensa-t-il en préparant son sac à dos. Le feu de camp s'éteignait, ne laissant que des braises, et le ciel commençait déjà à s'éclaircir. Michael se fraya lentement un chemin dans la forêt, essayant d'économiser ses forces. Il avait de nouveau soif, mais l'idée de boire l'eau du ruisseau d'hier lui donnait des frissons. À travers les arbres, il aperçut des buissons avec de petites baies rouges foncées. Ses yeux s'illuminèrent, c'est peut-être sûr. Il se pencha pour examiner les fruits, mais n'osa que les renifler. L'odeur était faible et neutre, mais l'idée d'un éventuel empoisonnement l'arrêta. « Je ne peux pas prendre ce risque à nouveau », se dit-il en serrant les poings d'impuissance. Vers midi, Michael tomba sur un autre ruisseau. Il s'agenouilla, écoutant le murmure de l'eau qui se moquait de lui. Cette fois, il ne but pas. La peur de vomir à nouveau et de s'affaiblir était plus forte que la soif.
L'eau attira son attention sur des mouvements dans l'eau, des poissons. Il se figea, les regardant glisser doucement dans le courant. C'était comme une réponse de la nature, mais Michael réalisa rapidement qu'il serait beaucoup plus difficile de les attraper qu'il ne le pensait. Il se déshabilla, enleva ses bottes et pataugea dans le ruisseau, espérant intercepter les poissons pendant qu'ils se déplaçaient. Plusieurs tentatives furent infructueuses, l'eau était agitée d'embrun et les poissons disparaissaient plus vite qu'ils ne pouvaient réagir. « Tu peux le faire, tu peux y arriver », s'écrie-t-il, mais chaque nouvel échec ne fait qu'accroître son désespoir. Sortant du ruisseau, il s'assit sur la berge et s'entoura la tête de ses bras. Des larmes de colère et d'impuissance remplissent ses yeux. Il se sentait impuissant, comme un enfant pris dans un monde qui le dépassait. Lorsque le soleil commença à se coucher, Michael trouva à nouveau refuge auprès d'un séquoia massif. Il fit un feu en utilisant les dernières branches sèches. Le feu était faible, mais il espérait qu'il ferait fuir les coyotes, dont les hurlements se rapprochaient chaque nuit. Il essaya de se parler à lui-même pour ne pas se sentir seul. Jake est probablement assis à l'extérieur du camp en ce moment, sans même penser à moi. Ou peut-être me cherchent-ils. Ont-ils seulement réalisé que j'étais perdu? Ou ont-ils cru que j'étais parti comme ça? Les aboiements semblaient de très proches. Son cœur s'emballa. Michael saisit le couteau, sentant un frisson parcourir son corps. Le feu faiblissait, et il commença à jeter des feuilles et des branches dans le feu pour l'éclaircir. S'il s'approche trop, que puis-je faire? Cette pensée devint son cauchemar. Des moustiques et de petits insectes tournaient autour de son visage, piquant ses bras et son cou. Chaque nouvelle piqûre provoque une irritation insupportable. L'idée d'une maladie ou d'une infection ne le quittait jamais. La faim, la soif et la peur de la nuit commencent à miner l'esprit de Michael. Il sentait ses forces s'épuiser et chaque mouvement devenait de plus en plus difficile. Mais quelque part au fond de son esprit, il y avait de l'espoir. Ils me trouveront. Je n'ai qu'à attendre. Le 18 juillet, Michael se réveilla tard. Le soleil matinal filtrait déjà à travers les épais séquoias et la forêt était remplie d'un bruit silencieux mais inquiétant. Son corps se sentait brisé. Chaque muscle était endolori par la fatigue et son estomac ressemblait à un poing serré. « Il faut que je bouge », pensa-t-il en se levant lourdement. Ses jambes se dérobaient et il était étourdi par la déshydratation. Il lui semblait que chaque pas nécessitait un effort incroyable. Vers midi, Michael arrive à un deuxième ruisseau. Il entendit le gazouillis au loin et son cœur battit plus vite. En se frayant un chemin à travers les buissons, il vit de l'eau claire couler sur les rochers. Michael s'agenouille, remplit un gobelet en plastique d'eau et se fige. L'eau semblait claire, mais la pensée de l'empoisonnement d'hier l'empêchait d'en prendre ne serait-ce qu'une petite gorgée. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Si je ne bois pas, je mourrai sûrement de déshydratation. Si je bois, je risque de mourir. Mais peut-être que ça ne me tuera pas. Ses pensées étaient confuses, mais l'instinct l'emporta. Michael porta lentement le verre à ses lèvres et en prit une petite gorgée. L'eau froide brûla sa gorge desséchée et il sentit qu'elle commençait à se répandre sur son corps. Pendant quelques minutes, il attendit, s'écoutant lui-même. En l'absence de réaction négative, il s'autorisa à boire davantage. Une fois la soif étanchée, la faim devint le principal problème. Son estomac gronda si fort que Michael tressaillit à son propre bruit. Il remarqua de gros insectes sur le sol, grouillant dans l'herbe. L'idée de les manger lui donna la nausée. « Tu plaisantes, Michael ? C'est dégoûtant » murmura-t-il à voix haute, mais un coup d'œil à sa main décharnée lui indiqua le contraire. Il utilisa son couteau pour ramasser quelques insectes et vers, puis fit un feu. Il l'éteint au-dessus des flammes jusqu'à ce que leurs corps commencent à se recroqueviller et à dégager une étrange odeur. Le premier morceau fut le plus dur. Il se força à l'avaler en essayant de ne pas penser au goût. Après le deuxième morceau, il eut l'impression que son corps avait accepté la nourriture. Cela ne comblait pas sa faim, mais lui donnait un peu d'énergie pour bouger. Près du ruisseau, Michael commença à réfléchir à un moyen de faire savoir au sauveteur où il se trouvait. Il trouva une branche épaisse et grava une flèche sur l'arbre le plus proche avec son couteau, indiquant la direction qu'il allait prendre. Puis, sur le sol mou du ruisseau, il gratte un grand symbole X à l'aide d'un caillou. Cela semble inutile à première vue, mais c'est un moyen pour lui de reprendre le contrôle de la situation. Il me cherche. Ils verront ces signes et comprendront où j'étais, se répétait-il, ce qui l'aidait à garder un peu d'espoir. Cette fois-ci, il a allumé le feu avant que l'obscurité ne soit totale. Le feu n'était pas seulement un moyen de défense contre les prédateurs,
mais aussi sa seule source de chaleur et de réconfort. Assis au coin du feu, Michael commença à se souvenir de sa maison, des petites joies qui lui semblaient si ordinaires. Il revit devant ses yeux ses parents, ses amis, et même son canapé préféré dans son appartement. « Je reviendrai. Il faut que je rentre », se dit-il à voix basse, sentant ses yeux se remplir de larmes. Les coyotes étaient tout près, comme les nuits précédentes, mais il sentait que le feu le rendait plus fort. Cette journée fut un tournant pour Michael. Il trouva de l'eau, ce qui lui permit de reprendre des forces, et parvint à surmonter son aversion pour la consommation d'insectes. Alors qu'il commençait à laisser des signes, il sentit que ses actions avaient enfin un sens. Le matin du 19 juillet, Michael fut accueilli par un faible rayon de soleil perçant à travers les épaisses branches des séquoias. Cependant, il a du mal à se lever. Son corps refuse de bouger et chaque tentative pour se lever est accompagnée de vertiges. Michael se sent épuisé à l'extrême. L'eau du ruisseau avait légèrement apaisé sa soif, mais il avait encore plus faim qu'avant. Il a même du mal à tenir le couteau dans sa main, ses doigts se plient à peine. Il se rendit compte qu'il ne pouvait pas se permettre de rester là où il était. Rassemblant ses dernières forces, il continue à marcher. Chaque pas était comme un marteau qui frappait son corps. Vers midi, il entendit soudain un grondement lointain qui lui sembla d'abord être du vent. Mais au bout d'un moment, il comprit qu'il s'agissait d'un hélicoptère. Michael aperçut une trouée dans les arbres et se dirigea dans cette direction. Quelques minutes plus tard, il arrive dans une petite clairière. Il ne revit pas l'hélicoptère, mais il savait qu'il devait essayer d'attirer l'attention. Il ramassa des branches sèches et de l'herbe, construisant un feu improvisé. Le briquet tremblait dans ses doigts affaiblis, mais il réussit à allumer les feuilles. La fumée s'éleva en une mince colonne grise. Michael regarda longtemps le ciel, espérant que quelqu'un le remarquerait. Mais le temps passait et aucun hélicoptère n'apparaissait. Il sent le désespoir s'installer dans sa poitrine. « Que puis-je faire d'autre ?» dit-il à voix haute en s'agenouillant. Le soleil commence à se coucher et le ciel prend une couleur orange foncé. Michael continue de marcher malgré la douleur et la faiblesse. Son regard était fixé vers l'avant, mais ses pensées commençaient à s'embrouiller. Soudain, il aperçoit un éclair de lumière entre les arbres. C'était une fusée éclairante tirée par l'un des sauveteurs. Le cœur de Michael se figea un instant, puis se mit à battre avec une vigueur renouvelée. « Ils sont là. Ils me cherchent », dit-il, encouragé par le signe. Rassemblant ses dernières forces, il marcha en direction de la fusée, trébuchant et s'accrochant aux branches. La nuit le rattrape au moment où il ne peut aller plus loin. Il entendit un bruit qui lui parut irréel, des aboiements de chiens. D'abord faibles, puis de plus en plus distincts. « Hé !» cria-t-il, même si sa voix était faible. Il commença à frapper avec son couteau sur l'arbre le plus proche, faisant des bruits qui pourraient attirer l'attention. Bientôt, il vit des torches. Les voix des sauveteurs et les aboiements des chiens s'amplifièrent, jusqu'à ce qu'un homme armé d'une lanterne surgisse de l'obscurité. « Nous l'avons trouvé. Ici !» cria le sauveteur. Michael s'efforça de lever la main pour attirer l'attention. Une seconde plus tard, il sentit que quelqu'un le soutenait sous les coudes, l'aidant à se mettre debout. « Vous avez bien fait. Nous pensions arriver trop tard », dit le garde forestier. Le 4e jour, Michael a tout vécu, le désespoir, l'espoir et le soulagement. Sa découverte par les sauveteurs est le point culminant de son combat pour la vie. Il s'est prouvé à lui-même qu'il ne pouvait pas abandonner, même lorsqu'il était au bord du gouffre. Lorsque Michael est parti, Jake et Emily l'ont suivi du regard pendant un long moment. Jake essaya de rassurer Emily. « Il connaît la route, ça va aller. » Cependant, alors que le soleil commençait à se coucher et que Michael n'était toujours pas revenu au point de repos convenu, l'inquiétude commença à se transformer en panique. « Nous ne pouvons pas attendre, » dit Emily. Elles commencèrent à appeler Michael, à redescendre le long du sentier, mais leurs cris furent noyés dans l'épaisseur de la forêt. La nuit les rattrapa au milieu du sentier, et malgré leur peur, elles durent faire un lit pour la nuit. « Nous appellerons de l'aide demain matin, » dit Jake, recroquevillé près d'un faible feu. À l'aube du 17 juillet, ils atteignent le bureau du garde forestier dans la zone du musée de la forêt géante. Jake explique la situation en détail, quand Michael est parti, où il se dirigeait et comment il avait pu dévier de sa route. Les gardes forestiers sont immédiatement entrés en action. Ils ont contacté le service de secours local et, à la mi-journée, l'opération battait son plein. Des équipes de sauveteurs à pied et de bénévoles, des chiens renifleurs et des avions de sauvetage sont intervenus. Nous allons commencer par l'Alta Trail et la zone du Marble Fork Canyon,
a déclaré le responsable de l'opération. Ce sont des directions logiques s'il a décidé de se diriger vers le terrain de camping. Le deuxième jour, le 18 juillet, les recherches deviennent plus difficiles. La chaleur dans les gorges de Marble Fork Canyon rendait la tâche difficile au groupe de randonneurs, et la nuit, le froid empêchait l'utilisation de drones équipés de caméras thermiques. Les chiens ont retrouvé la piste à plusieurs reprises, mais l'ont perdue dans des sections difficiles où les randonneurs pouvaient laisser de fausses traces. Un groupe de volontaires a trouvé une flèche gravée dans un arbre. Elle confirme que Michael essayait d'indiquer sa direction. Il est vivant. Il laisse des signes, dit le garde forestier en montrant la flèche à Jake et Emily. Emily ne peut retenir ses larmes. Cela signifie qu'il nous attend. Au troisième jour des recherches, les sauveteurs décident d'utiliser des fusées éclairantes pour attirer l'attention de Michael. L'une des fusées a été tirée près d'une clairière sur le versant du Marble Fork Canyon. Vers le coucher du soleil, les chiens ont retrouvé la faible trace. « Il était ici il y a un moment », dit l'un des sauveteurs en montrant les braises d'un feu de camp. À la tombée de la nuit, l'équipe de recherche a entendu un faible cri et les aboiements des chiens les ont conduits directement à Michael. Il était assis près d'un arbre, le visage émacié, mais il leva la main pour les saluer. « Nous t'avons trouvé », dit l'un des gardes forestiers en le couvrant d'une couverture. L'opération de sauvetage a duré 3 jours et a mobilisé plus de 80 personnes, 7 chiens de recherche et 2 hélicoptères. Michael a été transporté dans un centre médical où les médecins ont diagnostiqué une déshydratation sévère et un épuisement. L'histoire de Michael s'est terminée sans encombre, mais les traces qu'elle a laissées resteront gravées dans sa mémoire et celle de ses amis pour le reste de sa vie. 4 jours dans la nature, où il a affronté la faim, la soif et ses propres peurs, ont été l'expérience la plus difficile de sa vie. Cette histoire montre comment la nature peut à la fois ravir et effrayer en mettant l'homme à l'épreuve. Nous ne savons jamais exactement où l'épreuve nous attend et jusqu'où nous sommes prêts à aller pour survivre. Que feriez-vous si vous étiez Michael, seul dans la nature ? Essaieriez-vous d'aller de l'avant ou resteriez-vous sur place en espérant de l'aide ? Ou peut-être que la clé du salut réside dans une autre décision à laquelle aucun des participants n'a jamais pensé. Selon vous, qu'est-ce qui était le plus dangereux dans cette histoire ? La soif, la faim, les prédateurs ou peut-être l'erreur humaine ? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires. Nous aimerions en discuter. Si vous avez aimé cette histoire, soutenez-nous avec un like et abonnez-vous pour lire d'autres histoires sur la résilience humaine, les mystères de la nature et les aventures incroyables. Et n'oubliez pas, la nature est incroyablement belle, mais elle suit toujours ses propres règles.